Bienvenue dans Voix de comptable, le podcast qui t'aide à trouver ta voie. Je suis Julie Lagneau, experte comptable mémorialiste en quête de sens et j'accompagne les étudiants de la filière expertise comptable à prendre leur envol. Je parcours la France à la recherche d'anciens étudiants en comptabilité et nous retraçons ensemble leurs doutes, leurs échecs, leurs expériences et bien sûr leurs réussites. Aujourd'hui, ils sont experts comptables, commissaires aux comptes, DAF ou encore contrôleurs de gestion, parfois même professeurs ou entrepreneurs. À travers ces parcours inspirants, j'espère te montrer que non, en compta, il n'y a pas qu'une seule voie. Bonne écoute! Et oui, c'est encore moi. Juste un petit mot pour t'annoncer la grande nouvelle. J'ai écrit un livre aux éditions Vuibert qui s'appelle Réussir l'expertise comptable et qui condense mes 6 années d'expérience en tant qu'étudiante et jeune professionnelle du chiffre. Les 200 pages sont réparties en 3 grands thèmes qui sont l'état d'esprit pour se dépasser personnellement et professionnellement, les révisions pour décrocher ses diplômes et enfin la vie professionnelle pour trouver la voie qui te correspond. Il est déjà disponible en librairie, sur la Fnac, sur Amazon, en format physique ou digital, donc si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description de l'épisode. Et maintenant, je te laisse en très bonne compagnie avec l'invité du jour. Bonjour Tancred. Bonjour Jolie. Je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous dire ce que tu fais avant d'enchaîner sur le sujet du jour ? Oui, alors je suis Tancred de la Garandrie, je travaille au cabinet copilote expertise comptable. Et mon rôle au sein du cabinet, moi, c'est d'accompagner les créateurs et les repreneurs d'entreprise. Donc c'est une mission que je fais maintenant déjà depuis 3 ans. Et voilà, je m'épanouis dans le domaine. Donc. Et tu sais à peu près combien t'as accompagné de créateurs peut-être ou beaucoup ? J'en rencontre à peu près jusqu'à maintenant. Avant, je m'occupais que du site Granville et Coutances, donc 2 sites sur 4, et j'ai rencontré à peu près une 50aine par an. Okay. Donc là, c'est la première année où j'accompagne tous les sites, donc je pense que le chiffre va fortement augmenter. Donc non, j'en vois un petit peu. T'as bien roulé ta bosse et aujourd'hui tu vas venir nous parler de comment bien choisir sa forme juridique. En tout cas, nous la discussion qu'on avait avant, c'est qu'on se disait mince, en fait dans les études on sépare tout le temps plus l'aspect droit de société, l'aspect droit fiscal, l'aspect déjà on le voit pas trop, l'aspect régime social du dirigeant. Non, on le voit très peu en cours. Et toi t'as l'habitude d'accompagner des créateurs, donc c'est des sujets que tu connais bien. Et donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu fonctionnes? Typiquement, s'il y a un créateur qui vient te voir et que tu l'as en rendez-vous, comment tu fais pour le conseiller sur sa forme juridique? Quelles sont les différences entre les différentes formes? Oui, alors en fait, moi, ce que je fais, c'est que au départ, je souhaite qu'ils comprennent bien les différentes formes juridiques qui existent pour le choix de leur structure. Donc en fait, je vais définir les formes juridiques en présentant la micro-entreprise, en présentant l'entreprise individuelle, en présentant l'EURL ou la SARL et en présentant la SAS ou la SASU. Souvent, c'est les cas les plus courants que je rencontre. Je défile en fait en termes fiscal, comptable et juridiques les impacts de chacune des structures. Et c'est de là, ensuite, en discutant avec eux vraiment du projet, qu'on va choisir peut-être l'endroit où on est le projet le plus adapté ou pas. Souvent, ça joue sur soit une notion juridique ou soit une notion fiscale. Mais souvent, c'est comme ça que je fonctionne. En tout cas. Mais c'est intéressant, je trouve, le fait de leur présenter les différentes formes pour que eux aient un peu conscience de comment ça fonctionne. Parce qu'aujourd'hui, je pense que tu as plus en plus de créateurs aussi qui vont se renseigner directement sur Internet ou avoir il y a tel copain qui m'a dit qu'il fallait faire telle forme, etc., que la SAS c'était super par exemple. Exactement. alors que souvent c'est la SARL, je pense SARL EURL qui est choisie, donc je pense que c'est bien qu'ils aient connaissance de. Bien sûr, ouais. En fait, comme tu dis, Julie, exactement. Non, j'en ai plein déjà, ils arrivent, ils veulent tous faire une SAS. Donc on essaie de leur démontrer pourquoi et on va pas choisir ce type de structure. Et comme aussi tu dis, c'est qu'ils vont aller prendre un petit peu des infos un peu partout, ils entendent tous les sons de cloche. Et derrière, en fait, c'est de leur redémontrer en présentant même des exemples. Moi, je prends des exemples de rémunération, comment c'est imposé, de leur démontrer que voilà pourquoi cette structure-là sera mieux adaptée à leur projet. C'est comme tu dis, ce qu'on a le plus souvent reste quand même des SARL, EURL. Notamment, le coût sur le dirigeant est quand même amoindri la plupart du temps. Après, on peut se retrouver aussi avec des SAS. Moi, j'ai eu des situations où on a créé des SAS aussi pour d'autres idées. Tout dépend encore du projet. Par exemple, j'avais un projet où
C'était des personnes qui avaient acheté un gros domaine, ils étaient tous les deux salariés, c'est un couple. Ils avaient acheté un gros domaine en bord de mer et ils le revendaient en lot en fait. Donc j'avais une activité de marchand de biens, j'avais aucune utilité à les faire cotiser à l'URSSAF ou à les mettre en SARL, donc on avait décidé de faire une SAS pour le coup. Et en fait, sur chaque vente de biens, ils reprennent du dividende sous forme de flat tax à la sortie par exemple. Mais par exemple, quand on a quelqu'un qui veut vivre de son activité au quotidien, qu'il est créateur d'entreprise, il est seul, notamment aussi il y a toutes les aides qui peuvent jouer en compte quand ils ont le maintien du Pôle emploi, on va plus l'orienter vers une URL ou une SARL, quoi. Et justement, est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi les avantages et les inconvénients de chaque forme ou comment ça fonctionne au niveau fiscal? Parce qu'il y a des formes où tu peux être à l'IR ou à l'IS et il y a certaines formes où tu peux pas choisir. Donc peut-être commencer, je sais pas, par la micro-entreprise. Ouais, alors la micro-entreprise, moi je leur mets en avant qu'elle est bien pour se lancer parfois. Surtout quand voilà, c'est un projet en seconde activité. Le risque, c'est que l'URSSAF il cotise à l'URSSAF directement sur le chiffre d'affaires. Donc ça peut monter très vite en termes de cotisation. Ça, c'est la première chose. Et aussi en termes de charges, c'est une déduction par abattement en fait de l'impôt sur le revenu. Donc en fonction si on est prestataire de services ou livraison de biens. Donc du coup aussi à voir si nos charges sont pas plus importantes que l'abattement. Et il y a un calcul à faire, à regarder aussi en termes de cotisation, parce que là, les cotisations sont pas déduites des charges non plus. Donc ça peut aller, la micro-entreprise peut être très vite limitée. Après, on a l'entreprise individuelle où là, on va être plus imposé à l'impôt sur le revenu sur le résultat. Donc là, on cotise directement à l'URSSAF sur le résultat réalisé. Parce qu'on considère qu'en fait, le résultat, c'est la rémunération Exactement, du dirigeant. Ouais. On considère que le résultat est la rémunération du dirigeant, donc le dirigeant cotise sur son résultat fait, et ce résultat est aussi imposable à l'impôt sur le revenu. C'est le résultat avant ou après cotisation, du coup, qu'elle a l'impôt sur le revenu? Du coup, on a d'abord un résultat avant cotisation. On calcule notre résultat avec cotisation, et c'est ce résultat avec cotisation qui est imposable à l'impôt sur le revenu. Et puis après, on va avoir la SARL, où là, on va toujours cotiser à l'URSSAF des indépendants, mais on va cotiser sur une rémunération du gérant. C'est-à-dire qu'en fait, les associés de l'entreprise déterminent en fait un montant de rémunération pour le gérant. Et cette rémunération est imposable à l'URSSAF des indépendants. Donc la société va prendre en charge la rémunération nette du dirigeant, plus les cotisations URSSAF. Et là, par contre, en termes de fiscalité, derrière, c'est pas la même chose non plus, parce qu'on rentre dans de l'impôt sur les sociétés, qui est imposable à 15% jusqu'à 42 000 et qui est imposable à 25% sur un code par au-delà. Et on a notre fameuse SAS SASU, où là, comme on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de créateurs qui veulent s'orienter sur cette société-là, parce qu'ils se disent qu'ils sont salariés de l'entreprise, mais je leur dis, mais vous êtes salariés, mais vous ne cotisez pas pour Pôle emploi. Et en plus, les charges, sur la rémunération, sont les charges comme un salarié, donc c'est... Ouais, beaucoup plus importantes et comme un cadre en plus. Donc, ils cotisent comme un cadre, donc elles sont beaucoup plus importantes. Et en plus, je leur dis qu'il y a un coût d'un bulletin de salaire. En plus, il y a tous ces coûts qu'il faut rajouter. Donc, en termes de charges sociales, c'est pas la meilleure idée. Après, c'est toujours pareil, c'est que on peut aussi avoir des montages juridiques. Donc, en fonction des projets, j'ai aussi le cas d'un créateur où on avait des investisseurs qui venaient pour mettre. Donc là, on avait fait le choix de faire une SAS et de mettre des sociétés holding en EURL au-dessus, justement, pour que eux puissent cotiser sur leur rémunération à l'URSSAF, mais qu'en dessous, ils puissent faire de la facturation à la société. Et t'as aussi souvent, je pense, qui est mis en avant l'aspect dividende, que du coup, t'as la flat tax où tu payes pas beaucoup d'impôts, sauf que en même temps, tu cotises pas. Tu cotises pas derrière. Après, c'est ce que je leur dis. Je leur dis que si on veut aller chercher, c'est souvent sur des activités secondaires ou des remontées de dividendes. Si on va aller chercher une SAS, c'est clairement pour aller chercher une dividende parce qu'ils ont d'autres rémunérations à côté et qu'on n'a pas besoin de mettre de bulletin de salaire ou de rémunération. En SARL, on va plus aller chercher la plupart du temps. Alors, c'est pareil, c'est toujours une histoire de calcul, mais on va plus chercher à les mettre des primes aux gérants, où là-dessus, il va pouvoir cotiser à l'URSSAF et cotiser du coup pour la retraite, sa mutuelle, sa prévoyance, que d'aller chercher du dividende en soi, quoi. Et peut-être que quand tu reçois les créateurs, ça c'est la partie pro, mais il faut prendre aussi en compte la partie perso. Les créateurs. Ouais, il y a la partie perso qui rentre en compte aussi, combien, est-ce qu'il est marié, pas marié, l'impact sur l'impôt sur le revenu aussi, parce qu'en fonction du nombre de parts, ça va être aussi de savoir qu'est-ce qu'il faisait avant, est-ce qu'il a des droits Pôle emploi, ou est-ce qu'il n'en a pas, est-ce qu'on peut lui faire bénéficier du Pôle emploi pendant 1 an et demi aujourd'hui maintenant, est-ce qu'il n'a pas droit de Pôle emploi et que du coup il faut qu'il se rémunère tout de suite.
ça va obligatoirement pas avoir le même impact sur le choix de la structure et sur la fiscalité de la structure. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as quand même pas mal de créateurs qui viennent avec une idée en tête où ils veulent telle forme et au final, c'est pas forcément la meilleure forme Ouais, j'en ai quand même pas mal qui partent avec ça. Soit ils arrivent et ils me disent bon écoutez, on est perdu, il faut nous redire, on comprend rien, aidez-nous. Soit ils ont une idée préconçue sur un type de structure et là, il faut réussir à leur démontrer qu'en fait, c'est pas toujours le bon choix. C'est pareil. Alors, il y a toujours cette notion avec les entreprises individuelles, la protection juridique ou non. Aujourd'hui, il y a quand même tout un panel de réformes qui est fait dessus, où il y a quand même plus de protection d'entreprises individuelles qu'il y en avait avant. Oui, par rapport aux biens... Au patrimoine d'affectation qu'on peut affecter, ouais. Oui, parce qu'il y a eu des changements récemment, il me semble. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut affecter un patrimoine d'affectation d'entreprises individuelles. Et ce patrimoine, on n'engage que ce patrimoine qu'on met dans l'entreprise. Bon, après, c'est toujours pareil, ça dépend du jeu aussi que va jouer les banques derrière, parce que les banques demandent souvent une caution personnelle derrière, donc qu'on soit en entreprise individuelle, même on le demandait aussi qu'on soit en EURL. Donc aujourd'hui, la notion de protection juridique, elle est pas toujours il faut pas s'arrêter juste au terme, quoi. C'est-à-dire que ça dépend des contrats qu'on engage. Et donc au final, est-ce qu'il y a quand même, à part au niveau imposition, entre l'entreprise individuelle et l'EURL finalement entre l'entreprise individuelle et l'EURL, ouais, on peut se poser des questions là-dessus. Ça va être sur notamment parce que dans l'entreprise individuelle, on peut opter à l'impôt sur les sociétés maintenant. Donc, si t'as l'impôt sur les sociétés, en fait, c'est comme on se rapproche énormément de l'EURL. Après, la notion aussi qu'on a, c'est que du coup, on commence à créer de plus en plus d'entreprises individuelles à l'impôt sur les sociétés, notamment pour ces questions de Pôle emploi. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est en entreprise individuelle à l'impôt sur le revenu, comme c'est notre résultat qui vaut rémunération, et Pôle emploi allait décoter notre résultat de droits qu'ils nous ont versés. Donc, on mettait souvent les gens en SARL à l'époque, pour qu'on mette 0 de rémunération, et comme ça, Pôle emploi n'est pas décoté. Oui, comme ça, ils touchaient l'intégralité de leurs indemnités, alors que sinon, ils déduisent ce que tu gagnes avec l'entreprise. En bénéfice, en entreprise individuelle. Avec l'option à l'impôt sur les sociétés, on s'est dit, maintenant, on peut fonctionner à l'impôt sur les sociétés, donc autant basculer sur les entreprises individuelles, même s'ils ont le droit de leur Pôle emploi, tous les mois. Ça a marché que très peu de temps, parce qu'en fait, Pôle emploi, maintenant, nous retoque les dossiers. Donc on est obligé de leur basculer aujourd'hui en SARL ou URL si on veut leur faire un maintien de Pôle emploi pour pas qu'il y ait une décote de fait sur leur rémunération. Donc c'est plein d'éléments à prendre en compte. Merci beaucoup Tancrède. J'espère que ça pourra aider ceux qui nous écoutent à y voir un peu plus clair. Merci. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Aide-moi à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces 3 options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré. Le second, c'est d'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et pour faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Enfin, le top du top, ça serait forcément de faire les 3. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.